ensuite, tout simplement, j'écris le résultat de cette exécution de template, de ce rendering, dans le fichier exemple.html. Donc rien de très compliqué. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à demander, à le signaler à mon repos qui détaille exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire de votre côté aussi si vous le souhaitez. Donc cloner et aller dans le dossier, ça c'est déjà fait pour moi. Et ensuite vous pouvez créer un environnement virtuel. Donc ça vous permet juste d'avoir un endroit dans lequel vous allez stocker toutes vos librairies et éviter d'installer plein de choses sur votre PC. Et une fois que c'est fini, vous le supprimez et hop, c'est comme si c'était rien passé. Ensuite j'active cet environnement virtuel, on voit qu'il a été activé là. Donc ça me permet de travailler dans une sorte de boîte isolée. Et j'installe tout ce qu'il me faut. Donc ici ça va pas installer... Ah oui, il est où mon requirements.txt? Il est au-dessus. Voilà, ça installe toutes les librairies qui sont nécessaires. Et je vais me rendre dans exemple. Et donc on a bien le template Jinja et le fichier Python. Et donc là, il me reste à lancer le fichier Python qui va permettre de transformer mon fichier Jinja en fichier HTML. Donc Python exemple.py, et on voit que mon fichier exemple.html a été généré. Et si je visite j'ouvre ce exemple.html dans un navigateur, on voit qu'il a fait tout ce que mon template a demandé. Donc il a bien affiché mon prénom après le hello. Il m'a bien affiché la ligne me disant que j'étais admin parce que dans le code de mon exemple.py, j'ai bien admin égale true. Et ensuite, pour la liste de mes hobbies, hacker, dormir, apprendre, on a vu qu'il les a bien mis sous forme de liste et qu'en plus, il les a passés en majuscules, donc le Python a bien été interprété et a bien été renvoyé. Et ici, il n'y a pas de template Jinja, il n'y a pas de Python, c'est vraiment une page HTML pure qui a été générée. Et il n'y a pas d'exécution de code qui se passe sur mon navigateur, tout se passe sur le serveur et ensuite est renvoyé au client. Est-ce que ça va pour cette partie ou est-ce que vous voulez que j'éclaircisse certaines choses? Là par exemple si je mets false et que je régénère mon template, on voit que cette fois-ci je n'ai plus l'affirmation que je suis admin parce que le paramètre admin est passé à false, ce qui fait que lorsque le template est généré, tout simplement on n'affiche pas la ligne en question. Et je peux rajouter diverses choses dans les hobbies et à chaque fois si je régénère ça va s'adapter et donc on voit assez bien comment on peut passer d'un fichier assez abstrait qui est le Jinja à une page personnalisée pour chaque utilisateur. Donc voilà pour la partie on va dire pas très drôle qui est la partie il faut bien savoir comment fonctionne le template avant de faire des template injection. Et maintenant que nous avons fait toute cette partie un peu théorique, nous allons passer sur la partie un peu hacking en réfléchissant à qu'est-ce que c'est qu'une injection de template. Eh bien, tout simplement, vous avez vu que on peut exécuter du code, on exécute du code, tout simplement, lorsqu'on fait du rendering, qu'on passe d'un fichier Jinja à un fichier HTML. Mais en général, lorsque vous faites un site web, le site web il n'est pas statique. Vous avez des connexions, vous avez des entrées utilisateurs. Peut-être que votre utilisateur il peut écrire un blog, il peut donner sa date de naissance, son anniversaire, ce genre d'informations. Et toutes ces informations sont stockées et renvoyées parfois à l'utilisateur. Et on peut se demander du coup qu'est-ce qui se passe si l'entrée utilisateur contient du code, contient du templating Jinja. Est-ce que ça se ferait interpréter par le moteur de rendering au moment du rendering, au moment de renvoyer la page à l'utilisateur? Et est-ce qu'on peut s'empêcher de faire du rendering sur des entrées utilisateurs? Alors, la première question, c'est bien simple. Si vous mettez des templates Jinja dans du code et qu'ensuite vous faites du rendering dessus, le moteur de rendering, il s'en moque. Que ce soit vous qui l'ayez écrit ou un utilisateur quelconque, il va faire le rendering que vous lui avez demandé et il va exécuter le code que vous avez écrit. Donc oui, si jamais vous passez une entrée utilisateur dans un moteur de rendering, vous allez exécuter du code et ce n'est pas du tout une bonne idée de faire ça de manière générale. Et peut-on s'empêcher d'en faire? Alors, la réponse est difficile à donner. En général, oui, c'est assez facile d'éviter de faire du rendering sur les entrées utilisateurs parce que vous allez passer les entrées utilisateurs en paramètres du rendering. Et donc, le but, c'est que les entrées utilisateurs soient rajoutées à la page après le rendering, après que le code ait été exécuté. Voilà, on prend entrée utilisateur brute après que le code ait été exécuté et on la met à tel endroit. Et donc, du coup, vous n'aurez pas forcément... Enfin, vous pourrez éviter les template injection. Mais des fois, pour diverses raisons, et notamment dans les projets complexes,
Vous allez avoir des entrées utilisateurs qui viennent de partout, des choses où vous n'êtes même pas sûr que ce soit des entrées utilisateurs. Vous allez les mettre innocemment dans une page, faire du rendering dessus, et vous risquez de un SSTI. Donc de toute façon, s'il y a des vulnérabilités, et notamment les SSTI, c'est pas que les développeurs sont mauvais et font exprès, c'est qu'en général ils se trompent. Et donc on peut s'empêcher de manière générale de faire du rendering, mais des fois c'est très rare que ce soit vraiment nécessaire. Mais souvent ça arrive que dans des gros projets ou quoi, on se retrouve à faire du rendering sur des entrées utilisateurs, alors que ce n'est pas vraiment prévu à la base. Ensuite, on peut se demander où est-ce qu'on trouve des SSTI. C'est bien simple, on en trouve vraiment partout. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très répandu avec différents langages. Avant, on écrivait quasiment un site web que en PHP. Aujourd'hui, on peut écrire des sites web en PHP, en Java, en Node.js, en Python, en Ruby. Maintenant, on a même des gens qui écrivent des sites web en Go ou en Rust. Et en fait, à chaque langage de programmation, il existe au moins un ou deux langages de templating qui sont dédiés, plus d'autres langages de templating qui sont pas rattachés à un langage particulier, mais qui sont plus on va dire cross-langage, qui sont faits pour vraiment faire du templating de manière générale et pas rattachés à un langage particulier ou à une librairie particulière. Et en plus de tous ces langages, on a donc, comme je l'ai dit, de nombreux moteurs différents, avec une syntaxe différente, des droits différents, des possibilités différentes, et tout ça. Donc par exemple, pour PHP, on a Twig et Smarty. Pour Java, on a Jinjava qui est très proche du Jinja. Jinja, donc en Python, Mako en Python aussi. Et il existe d'autres templates pour Node.js, des templates pour Ruby, des templates pour encore d'autres langages. Donc, en fait, on peut trouver des SSTI partout et c'est de plus en plus utilisé. Tout simplement parce que, comme je l'ai montré, pour un développeur web, c'est autrement plus facile d'utiliser des templates pour se simplifier la vie en écrivant du front-end plutôt que d'écrire le code HTML à la main. Et comme ça simplifie la vie, plus de gens l'utilisent. Et en plus, c'est réparti, ça existe dans plein de langages différents et dans plein de moteurs différents. Donc ça fait qu'on peut en retrouver absolument partout. Le seul avantage que nous on peut tirer de ça en tant que hacker, le seul inconvénient qu'on peut tirer de ça en étant hacker, c'est qu'il y a tellement de choses que c'est souvent difficile de trouver, lorsqu'on a une potentielle injection, de trouver quel est le bon template et quelle est l'injection que je vais pouvoir faire derrière. Parce que des fois, même si vous arrivez à identifier le langage, vous avez encore 5 ou 6 possibilités et vous n'êtes pas sûr de quel template est vraiment utilisé. Du coup, il faut y aller par tâtonnement, c'est assez difficile et encore assez obscur. Mais ça ne nous empêche pas que dès qu'il y a une injection, en général, c'est exploitable. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai perdu personne? Nickel, je vais continuer. Ensuite, quel est l'impact du SSTI? Et c'est là que ça devient très intéressant. Beaucoup trop de choses en fait. Tout simplement parce que comme on l'a vu, ça permet d'exécuter du code, en l'occurrence ici du Python. Et en Python, vous le savez sûrement, vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi. Et ça veut dire que à partir du moment où vous pouvez injecter des templates dans un serveur, dans un site web, vous allez pouvoir exécuter sur le serveur, parce que du coup, comme je l'ai dit, le rendering se passe côté serveur. Vous allez pouvoir exécuter sur le serveur à peu près tout ce qui est capable de faire Python, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et en général, une SSTI, ça permet au minimum de faire leak des variables ou des variables d'environnement qui peuvent être potentiellement confidentielles. Lire des fichiers arbitraires, donc ce qu'on appelle une LFI. En général, une SSTI mène à une LFI de manière assez simple. Donc LFI, Local File Inclusion, c'est le fait de pouvoir lire des fichiers arbitraires sur un serveur. Ça permet également d'exécuter des commandes. Tout simplement, vous avez l'habitude peut-être sous Python de faire un os.system ou un os.popen et d'exécuter des commandes bash ou Windows CMD si vous êtes sur Windows. Et tout simplement, si vous faites os.system en un peu plus compliqué dans un template, vous allez pouvoir exécuter des commandes. Et donc, une injection de template vous permet en général d'exécuter des commandes, sauf dans des environnements très particuliers où il y aura des protections ou des langages de templating qui sont plus limités. Et en plus de tout ça, c'est déjà beaucoup. Si vous exécutez des commandes sur le serveur, vous pouvez prendre le contrôle du serveur. En général, c'est pas une bonne nouvelle pour le développeur web. Vous pouvez faire encore plus de choses. Donc certains langages de templating sont tellement puissants qu'ils permettent de faire des choses comme par exemple des sandbox bypass dans le navigateur ou des sandbox bypass du côté du serveur
mais ce sont des choses très compliquées. Mais c'est pour dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses et qu'on est limité que par notre imagination et par ce qu'est capable de faire le langage. Et comme certains langages de templating sont basés sur un langage de programmation, comme Jinja par exemple est basé sur Python, bah vous récupérez en fait tout le pouvoir de Python et avec ça vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors on va passer à la partie un peu plus rigolote. Comment on peut exploiter une SSTI et en tirer profit. Alors déjà, il faut trouver un template, ou trouver un endroit où le site web utilise des templates. Alors ça, c'est pas facile parce que, comme vous l'avez vu, lorsque vous regardez un site web qui a été généré avec du templating, vous voyez uniquement le code HTML pur, et donc rien ne vous permet de dire si oui ou non c'est du HTML qui a été écrit à la main, ou si c'est du HTML qui a été généré via un langage de templating. Alors vous pouvez avoir parfois quelques indices, par exemple des soldes lignes qui sont un peu obscurs. Si on retourne sur le code source de ce qui a été généré par mon code Jinja, on voit que par exemple il y a un solde ligne entre chaque ligne de code HTML ou presque. Et ça par exemple c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez régulièrement dans les langages de templating parce que les langages de templating, en tout cas Jinja, où est mon Jinja? J'ai perdu mon Jinja. Là. En tout cas, Jinja, en fait, va imposer des soldes lignes à chaque condition. Et donc, si on voulait qu'il n'y ait pas de soldes lignes ici, il faudrait mettre la condition if sur une seule ligne, ce qui n'est pas trop agréable à la lecture. Et donc, en général, vu que les gens qui écrivent les langages de template font en sorte que leur template soit agréable à lire, parce que c'est pas facile non plus à écrire lorsque vous avez des gros templates, eh bien, vous vous retrouvez avec, par exemple, plein de soldes lignes dans le code source, ce qui n'est pas grave du tout pour le rendu final de la page web, vu que le navigateur s'en moque des soldes lignes. Mais en inspectant le code source, vous allez pouvoir potentiellement vous en rendre compte. Il y a d'autres techniques qui ne sont pas parfaites, mais qui sont, on va dire, un point de départ pour trouver si vous avez une SSTI. En général, ou on va dire dans une bonne partie des cas, si vous avez une SSTI, vous avez une XSS, donc une injection de code HTML ou de code JavaScript dans la page web. Tout simplement parce que si, comme je dis, si vous passez les arguments utilisateurs en variables du rendering, comme ce qui est fait ici, en les passant en variable vraiment user égale user, hobbies égale hobbies. Si vous stockez les données utilisateurs dans des objets Python et que vous les passez en variable du moteur de rendering, normalement, elles ne seront pas exécutées et elles ne seront pas interprétées par le moteur de rendering, vu que ce sont des variables et c'est censé être du texte brut qui sera rendu et affiché dans votre page HTML finale et pas des choses interprétées. Mais si, pour une raison ou une autre, par exemple, vous voulez laisser la possibilité à vos utilisateurs d'écrire du code HTML, que ce soit des balises de gras, des balises pour créer des listes ou ce genre de choses, des fois, vous pouvez être incité, ou alors parce que tout simplement vous avez un gros projet et que quelqu'un d'autre dans votre projet écrit le contenu des entrées utilisateurs dans une page web qui ensuite vous passe et que vous faites du rendering par-dessus. Ça peut arriver dans des gros projets, on ne sait pas tout ce qui se passe autour de nous forcément. Eh bien, vous pouvez vous retrouver à évaluer du code, à stocker en fait des entrées utilisateurs dans le code HTML. Et donc, si c'est dans le code HTML, non seulement vous risquez d'avoir une SSTI si vous appliquez du rendering par-dessus, mais même sans appliquer du rendering par-dessus, vous allez avoir de l'injection HTML et potentiellement du XSS. Donc en fait, en général, une injection XSS est une condition presque nécessaire, on va dire, à l'obtention d'une SSTI, parce qu'il faut déjà écrire quelque chose dans la page, et le SSTI rajoute une étape où il faut en plus faire du rendering sur la page. Mais si vous avez une XSS, il faut penser que potentiellement, s'il y a du templating derrière, XSS peut amener une SSTI. Et donc déjà, trouver une XSS, c'est un bon point d'entrée, pour un bon point de départ, on va dire, pour vraiment essayer de trouver une injection de template. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pensez à peu près avoir trouvé un template, il va falloir trouver une erreur, vraiment faire en sorte soit que le site web est codé vraiment à l'arrache et vous allez
déclencher une véritable erreur. Vous allez avoir accès à toutes les erreurs du site web et vous allez pouvoir lire en détail les erreurs du site web, ce qui va vous apporter beaucoup d'informations sur quel est le langage utilisé, quel est le langage de templating utilisé, quelle est l'erreur qui a été trigger, quelle est la fonction de rendering qui a été utilisée. Et donc, pour faire ça, il y a différentes payloads qui ont été créés par des gens plus intelligents que moi dans des blogs que j'ai lus, qui sont des payloads qui sont dits polyglottes. Et donc, le truc moche ici, c'en est un par exemple. Et ces payloads-là sont supposés faire crasher à peu près tous les moteurs de rendering existants, ou en tout cas lever une erreur. Et donc, en une seule entrée, une seule tentative, vous allez pouvoir faire crasher à peu près tous les moteurs de rendering, que ce soit Python, que ce soit Java, que ce soit PHP. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir détecter très rapidement s'il y a un problème. Dans un site web bien codé, vous allez avoir juste une erreur, par exemple, ces caractères sont bannis, ou alors une erreur a eu lieu lors du traitement de vos données, ce genre de choses. Et dans un site web moins